Bienvenue sur le MOOC digital de l'École EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec David Fati, artiste et ingénieur. Et on tourne chez Morning Gallieni qui nous reçoit. On va parler de photographie, on va parler d'intelligence artificielle, on va progresser aussi un petit peu selon votre carrière. Alors je me suis renseigné, j'ai vu que vous aviez un master en mathématiques et sciences de l'informatique. J'ai cru comprendre que l'informatique vous intéressait peut-être un petit peu plus que les mathématiques. Est-ce que ça m'intéresse plus? En tout cas, j'étais un peu plus doué pour l'informatique que les mathématiques. Voilà. En même temps, avoir fait un petit peu de maths quand on code, ça ne peut pas desservir. En fait, je viens d'une famille d'informaticiens et donc au début, j'avais tenté un peu les mathématiques avant de me rendre compte qu'on va laisser les pros faire des maths. Oui, oui, oui. Et puis, vous avez une pratique de la photographie et dont on peut dire que c'est une pratique, en tout cas les travaux qu'on peut voir notamment sur votre site, qui est une pratique sans appareil ou une pratique des appareils ou une pratique de la collecte. Mais de mon point de vue, il y a peu de prise de vue. Très peu. Il y a eu de temps en temps pour certains projets, mais vraiment à chaque fois que je commence sur certains sujets, je me pose la question, est-ce que j'ai besoin de prendre des nouvelles images ou est-ce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt de prendre de la culture visuelle et de se dire, en fait, de le repenser. Et la plupart du temps, en fait, je n'ai pas besoin de reprendre des photos, puisqu'il y a déjà en fait des images qui existent dans le monde, il n'y a pas besoin de les refaire. Et donc c'est plutôt repenser, recontextualiser, manipuler, qui va m'intéresser plus que la prise de vue. Oui, sachant que vous avez une vraie relation, comme c'est une tendance d'ailleurs dans l'art contemporain, un intérêt profond pour le document, la documentation, la recherche, l'enquête. On peut même dire que vous faites un petit peu des enquêtes à chaque fois. Oui, un peu à chaque fois. Donc, je pars généralement quand je choisis un sujet, c'est parce que tout d'un coup il m'intéresse de le rechercher pendant longtemps, d'en parler pendant longtemps, d'en apprendre pendant longtemps. Donc c'est généralement des réflexions au long cours. Et d'ailleurs, quand bien même vous soyez reconnu dans la sphère des photographes, avec plusieurs pratiques, d'ailleurs on va y arriver, hein, vous avez aussi un attachement pour les mots, c'est-à-dire qu'il y a même parfois des images mobiles, il y a aussi beaucoup de mots, finalement, de documents dans vos expositions. Oui, au final, c'est toujours amusant pour moi d'utiliser du texte, alors que j'ai en fait une vraie... plus le temps passe, plus j'ai du mal à passer le temps à lire. J'ai presque une frustration de ne plus prendre le temps de lecture. Et en fait, en utilisant aussi beaucoup de textes, en devant écrire, ça me force aussi à une certaine concentration, à une certaine pratique, justement, de la recherche du mot qui prend une place dans le travail, presque aussi pour moi, presque comme un travail sportif où il faut que je me force à justement, non, il faut poser les choses, les écrire, les réfléchir, les structurer et pas juste essayer de communiquer avec l'image, qui a aussi une structuration écrite. Ouais. Alors sur le côté presque sportif, je le dis parce que vous ne vous en cachez pas, et le fait est que beaucoup de gens dans la sphère des arts et culture ont plusieurs activités, mais vous le revendiquez, vous faites cohabiter une pratique de l'informatique avec une pratique des arts visuels. Est-ce que ça se renforce? Est-ce qu'il y a des collisions? Est-ce qu'il y a des passages? Je pense, je ne suis pas sûr qu'il y a des collisions directes, mais en tout cas, il y a on va dire une logique de réflexion. C'est-à-dire que je vais peut-être nourrir de la même façon ma réflexion artistique, la structurer un peu de la manière dont je travaille l'informatique. Et puis l'informatique, au final, essayer de temps en temps d'être un tout petit peu, d'avoir un peu cet esprit un peu plus ouvert pour pouvoir avoir des nouvelles idées. Mais ça ne va pas se parler, on va dire, de manière concrète. Par exemple, vu que je travaille en ce moment sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas mon domaine d'informatique, par exemple. Donc oui, je le revendique, en tout cas, le travail, parce que c'est presque aussi une manière de dire, en fait, c'est normal d'avoir parfois un travail. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent à côté. Souvent, c'est plus proche peut-être de leur domaine artistique, mais ils vont enseigner, ils vont faire du design, de la commande, de la publicité. Tout ça, ça fait aussi partie d'un travail. On est dans la société, on continue à devoir communiquer avec des clients, on doit pouvoir répondre à des besoins. On doit même communiquer avec des élèves ou enseigner. Donc tout ça, c'est du travail aussi. C'est souvent l'histoire d'une vie que de placer le curseur au bon endroit. Ouais. Je vois bien de quoi vous parlez. Alors, on va rentrer tout doucement sur vos séries. Je pense qu'on peut dire que ce sont souvent plus qu'une image ou
œuvres, plus souvent des séries, qui s'articulent et qui racontent d'ailleurs des histoires. Et j'ai découvert donc Anecdotal, c'est 2015, où vous focalisez sur, non pas la grande histoire, mais des petites histoires, un petit peu autour de la guerre froide. Oui. J'avoue que j'ai toujours été fasciné, on est beaucoup, hein, en plus actuellement, on n'est plus en guerre froide, mais ça nous réémerge un petit peu dans certains endroits du monde. La peur de la bombe réémerge quasi, mais c'est vrai qu'on a vécu avec cette peur de la bombe pendant longtemps. Et il y a eu des petites histoires, vous en sortez, vous pouvez en sortir une, hein, notamment cette famille, je crois, qui a eu... Oui, vu que ça fait longtemps que j'ai travaillé sur le sujet, il faut que je me rappelle plus de la date exacte, mais par exemple, l'histoire de la bombe atomique, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a l'histoire qu'on s'imagine, qui est au final le champignon nucléaire, c'est ça l'image qu'on a, mais en fait ça parle, c'est une image presque pauvre pour parler de la vraie histoire, de ce qui s'est passé, et de simplement de choses méconnues dont on a totalement en fait zappé de notre mémoire collective. Donc par exemple, il y a réellement des bombes qui ont été perdues, qui n'ont jamais été retrouvées. Il y a eu des accidents avec des bombes atomiques, dont une qui est tombée juste à côté de la maison de quelqu'un qui habitait, donc je ne sais plus si c'était en Caroline du Nord, je crois. Je ne sais plus, mais en effet, la maison a été explosée. Donc ils ont eu de la chance parce qu'il n'y a pas eu, ça n'a pas déclenché une réaction nucléaire, mais il y a eu quand même, on va dire, les explosifs conventionnels qui ont détonné, donc qui ont soufflé sa maison. Et donc ils ont dû être dédommagés pour ça, et donc la perte les blessures, la perte de leur maison, et la perte d'entre 6 et 12 poulets. Vu qu'ils ne pouvaient pas compter le nombre exact de poulets qui étaient décédés dans l'explosion nucléaire, enfin dans l'explosion de la bombe atomique, vu que leur corps était vaporisé. Donc c'est ces espèces de petits détails en fait qui m'intéressent, presque des anecdotes qui ont une espèce d'humour noir derrière, parce que c'est quelque chose qui paraît totalement fictionnel, irréel, mais qui fait réellement partie de notre histoire de la bombe atomique. Et d'ailleurs, ils sont passés à la télévision, c'est devenu des stars à ce moment-là, je crois. Je ne me rappelle plus. En tout cas, il y a eu des articles à l'époque, mais petit à petit, en fait, la mémoire, en fait, de temps en temps, ça réémerge comme une anecdote improbable, mais ça ne fait pas partie, on va dire, de notre culture de la bombe atomique, en tout cas en 2023. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. En Espagne, il y a 4 bombes qui ont été perdues dans la mer, qu'ils ont mis des semaines à retrouver. Et avec le ministère du Tourisme espagnol et l'ambassadeur américain qui doit faire un photo-op pour dire que tout va bien, et qui se baigne dans la mer. Plein d'histoires comme ça. Où on se rend compte que souvent, on a échappé le pire. Et ce sont des histoires qui mettent du temps à émerger, à réémerger, qu'on relit, qu'on comprend mieux. Et donc, vous faites tout un travail comme ça, je pense, d'enquête, un travail par l'image, mais qui ne sont évidemment pas des images que vous avez faites, et puis des mots que vous sélectionnez, et vous faites comme ça un travail de documentation texte-image, qui est vraiment une des pratiques propres de l'art contemporain aujourd'hui, depuis déjà quelques temps. Alors, il y en a une autre où je trouve il y a souvent un petit peu d'humour, hein, notamment avec Wolfgang, qui est un travail sur Ernst Pauli, chercheur. Wolfgang Ernst Pauli, oui. Hein oui, c'est ça. Ouais, pardon. Et ça, c'est 2016. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des images avec ou sans trucage, sans que ce soit nécessairement mentionné sur le cartel. Finalement, les images nous sont livrées comme ça, et c'est ça que je trouve intéressant justement, et souvent c'est pas grand-chose de modifier. Ça peut. En fait, ce qui m'intéresse dans ce projet, donc juste pour pouvoir au moins expliquer, c'est en utilisant les archives du CERN, je refais une espèce d'histoire de fantôme basée sur une vraie superstition qu'il y avait autour de ce scientifique prix Nobel, soi-disant quand Wolfgang Pauli rentrait dans une pièce, les machines tombaient en panne et les expériences rataient. Et ça, c'est mi-blague, mi-superstition, parce que certains scientifiques en rigolaient, mais d'autres étaient suffisamment superstitieux pour bannir Pauli de rentrer dans leur laboratoire. Et ça m'intéressait en fait par rapport à cette idée des scientifiques parfois mystiques, parfois religieux, parfois superstitieux. Et donc en fait, c'est comme une espèce d'enquête d'une histoire de fantôme à travers ces archives, où certaines des images sont vraies et certaines sont fausses. Tout le matériel vient des archives du CERN, mais je vais manipuler. Et je veux en fait qu'on ait une lecture active, donc je dis il y a des manipulations, mais je ne vais pas dire quelles images sont manipulées. Comme ça, en fait, on est obligé d'avoir une lecture critique sur l'image, de dire peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse. C'est à moi en fait d'enquêter en tant que... Vous mettez le public finalement
un petit peu dans la position de l'enquêteur, comme vous-même, vous êtes enquêteur sur ces projets. Il y en a une double, j'imagine, une image à l'origine avec sans doute un trucage, avec une disparition devant une machine. Et je trouve ces deux images tout à fait intéressantes, interrogeantes. On poursuit avec une série, ça c'est un fait que j'ai découvert grâce à vous. Et l'art, c'est ça aussi, hein, c'est découvrir des choses qui sortent du champ de l'art. The Last Road of the Immortal Woman. C'est en 2017 que vous sortez cette série. Il y a de l'image fixe et je crois qu'il y a de l'image mobile aussi, peut-être. Oui, c'est une installation. Donc en fait, c'est aussi réfléchi comme installation, comme quelque chose où on progresse dans un couloir. Donc il y a des images que je vais photographier de route, et des images aussi que je prends au microscope, de la vidéo, et beaucoup de texte. Et là aussi, c'est vraiment un des projets où j'ai le plus dû mettre du texte, écrire du texte, presque pour montrer un peu peut-être la pauvreté de l'image par rapport à toute cette histoire. Et c'est l'histoire de Henrietta Lacks, qui au moment de décéder, d'ailleurs le titre est assez beau, c'est The Last Road on the Immortal Woman. Et on comprend que finalement, c'est comme si elle n'était pas morte. Hein, donc pour situer, Henrietta Lacks donc est une femme afro-américaine qui a vécu durant la ségrégation raciale, qui est décédée d'un cancer foudroyant, mais qui à son insu a eu des cellules de son cancer qui ont été prélevées et qui ont été répliquées en laboratoire. Et c'est devenu la première lignée de cellules humaines immortelles. C'est-à-dire que maintenant on peut cultiver ces cellules-là et on les retrouve dans tous les laboratoires du monde. Et ça a été fait donc à l'insu de elle, de sa famille, et donc ses enfants qui ont perdu leur mère assez jeunes et qui n'ont pas forcément bien connu, ne savaient pas qu'il y avait des personnes qui achetaient et vendaient son matériel génétique à travers le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on va trouver des milliards de copies de ces cellules, bien plus que simplement ce qu'un corps humain maintenant pouvait en contenir. Ah oui. Voilà. Et donc ça posait beaucoup de questions, donc simplement sur des questions un peu philosophiques sur l'immortalité, sur la mortalité, mais aussi des questions vraiment concrètes, on va dire d'exploitation, de ségrégation raciale, d'éthique médicale. Et tout ça, ça s'imbrique entre la petite histoire et la grande histoire, donc c'était assez fascinant pour moi comme travail comme travail artistique et de recherche, et trouver comment pouvoir un peu représenter ça, toujours en trouvant la bonne distance et l'échelle entre le microscopique et le macroscopique. Oui. C'est intéressant d'ailleurs, je m'en aperçois en échangeant avec vous, cet intérêt que vous avez pour aussi cette question de l'immortalité. On va très vite parler d'intelligence artificielle et les sujets sont plus ou moins liés, notamment chez les transhumanistes par exemple.